Bonsoir tout le monde. Donc on reprend ici le live sur les grossesses à risque avec maman et moi. Voilà. Je crois que maman et moi a un petit problème de connexion. Voilà. Re. Ah, maintenant c'est mieux. On te voit. Voilà. Super. C'est super. Alors, donc, on disait, on parlait des grossesses à risque pour les gens qui viennent de nous rejoindre. Et on a parlé de l'hypertension artérielle. J'ai oublié une chose importante, c'est que parmi les complications de l'hypertension artérielle, en plus du retard de croissance intra-utérin, on a une diminution du liquide amniotique. Donc, on aura parfois, ça peut impacter sur la quantité de liquide amniotique qu'on aura chez le bébé et donc sur sa croissance. D'accord ? Alors, je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a vraiment une relation avec l'alimentation concernant l'hypertension? Est-ce que la femme enceinte peut manger ce qu'elle veut ou il y a des trucs restreints par rapport à ça? En fait, l'hypertension artérielle chez la femme enceinte est différente des personnes normales. Donc, il n'y a pas de lien direct entre l'alimentation et l'hypertension artérielle au cours de la grossesse. D'accord ? Et il n'y a pas de lien. Donc, المرأة إلا كانت حاملة وعندها tension تاكل عادي. ما غاديش نقصوا الملحة وناكلوا بلا ملحة. Non, c'est différent. D'accord ? Tu peux passer sur la 4G parce que même là, tu n'as pas assez de connexion. Ok. Si tu es en Wi-Fi, passe en 4G. Donc, l'hypertension artérielle, donc c'est un risque. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme risque avec l'hypertension artérielle? On peut avoir un décollement du placenta. Le placenta peut se décoller avant l'accouchement, entraîner un saignement et ça peut entraîner des petites complications. Donc, il faut impérativement, en cas de saignement et d'hypertension artérielle, il faut consulter votre médecin parce qu'on risque de faire un accouchement en urgence. C'est ce qu'on appelle l'hématome rétroplacentaire. Donc, Nisrine, là, je parlais d'une... Pardon? Là, ça va? C'est moyen, Je passe à la 4G. l'HRP. Bon. Tu m'entends, toi? Tu m'entends bien? Oui, je m'entends très bien. Ben, écoute, on va faire comme ça. On n'a pas le choix. Alors, donc, on a parlé de l'hypertension artérielle. On parle un peu du diabète? Oui, bien sûr. Alors, le diabète, on a deux situations. On a les patientes, les femmes qui ont un diabète préexistant à la grossesse et on a les femmes qui ont un diabète découvert au cours de la grossesse. C'est deux profils différents et deux prises en charge plus ou moins sensiblement pareilles. D'accord? Quand on a une femme qui a un diabète préexistant à la grossesse, donc c'est une maladie chronique, avec toutes les complications qui sont liées au diabète. Donc, c'est les femmes ayant un diabète préexistant à la grossesse, on leur recommande de faire de ne tomber enceinte qu'après avoir au moins équilibré leur glycémie 3 mois avant la conception pour diminuer au maximum le risque de malformation chez le bébé et le risque de fausse couche. D'accord. Donc les femmes اللي عندهم السكر غادي نقولوا لهم يقادوا السكر 3 شهور قبل ما يحملوا. Donc c'est un suivi qui va se faire en parallèle entre le gynécologue et l'endocrinologue. D'accord? Très bien. Alors pourquoi? Parce que les femmes qui ont un diabète sont à risque de malformation cardiaque chez le bébé. Donc vers 5 mois de grossesse, on va faire une écho cardiaque du bébé qui va être poussée pour rechercher une hypertrophie du myocarde. On doit faire une surveillance régulière de la glycémie, donc il faut impérativement que cette patiente ait un régime équilibré. ما يمكنلاش تفيق مع 12 وتفطر مع 12 وتغدى مع 6 وتنعسلي مع 3 c'est pas possible. D'accord? Parce que l'équilibre de la glycémie dépend impérativement
du régime alimentaire. Il y a pas, c'est des femmes en général qui sont déjà sous insuline et il faut les équilibrer. Donc, le risque chez les femmes diabétiques, comme je l'ai dit, c'est les malformations chez le bébé. Donc, plus la glycémie est équilibrée et plus le risque diminue. On a également un risque de fausse couche, un risque de malformation cardiaque et on a un risque au cours de la grossesse. Les patientes qui ont un diabète mal équilibré peuvent nous faire un hydramnios, c'est un excès de liquide. Le liquide amniotique, ça entraîne une gêne respiratoire et c'est très très gênant. Le risque, c'est l'accouchement prématuré quand on a un hydramnios ou la rupture de la poche des os. Mais on a également le risque obstétrical au moment de l'accouchement chez les femmes diabétiques qui sont mal équilibrées, car elles peuvent nous faire ce qu'on appelle un macrosome. Un macrosome, c'est un gros bébé. Bien gros. Le poids, parfois on a des bébés qui sont de poids normal, 3,7 kg, 3,8 kg, mais le périmètre abdominal est très important, il est grand et donc le diamètre biacromial entre les deux épaules est très large et il nous expose au risque obstétrical, un risque très 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 craint par les gynécologues, c'est la dystocie des épaules. Parce que la dystocie des épaules, si jamais ça passe pas, on doit faire une manœuvre au moment de l'accouchement pour pouvoir faire sortir le bras du bébé qui bloque, qui n'arrive pas à sortir parce que la tête sort et les bras et les épaules ne suivent pas. Donc on doit un peu désemboîter le bras pour le faire sortir et ça peut être source de complications. C'est donc les bébés qu'on va trouver qui n'arrivent pas à bouger leurs bras, qui à l'âge adulte ont un bras avec un avant-bras très fin et une mobilité parfois difficile d'un des deux membres supérieurs. Ça arrive. Ça arrive. On est en 2020. Ça arrive toujours. Il y a toujours le risque. D'ailleurs, je me souviendrai toujours d'une patiente qui suivait chez moi et on est arrivé, elle n'avait pas de diabète, elle n'avait rien du tout, mais elle avait fait une prise de poids très importante au cours de la grossesse et on avait un gros bébé, on était aux alentours de 4,2 kg, 4,1 kg à 38, 37 semaines et je lui ai dit, ben écoutez madame, voilà le risque qu'on a dans le but de déclencher l'accouchement. Donc la patiente a eu peur. Elle est partie chez un autre médecin et je la comprends, c'est logique, elle n'a jamais entendu parler de ça avant. Elle est partie chez un autre médecin, donc l'accouchement s'est fait par voie basse et elle est revenue chez moi quelques mois après. Elle m'a dit docteur, vous avez raison, j'ai eu un accouchement, une voie basse assez compliquée et difficile. Le médecin, ça n'est qu'après m'avoir accouché qu'il m'a dit c'était un accouchement laborieux, compliqué, voilà le risque qu'il y avait. En fait, on peut prendre le risque, mais ce risque, il faut l'accepter. D'accord? Moi-même, j'ai vécu ça. J'ai vécu avec mon premier accouchement. J'ai vécu. Moi, j'avais pas de diabète, mais j'avais pris 30 kilos. Moi-même, en tant que médecin, j'avais pris 30 kilos. Je n'étais pas un bon exemple à ce moment-là. Et au moment de l'accouchement, ben, j'ai eu une dystocie des épaules. Mon bébé faisait 4,350 kg. Et pendant 3 mois, mon petit garçon n'a pas bougé le bras. Et c'était très difficile à accepter. Et la kiné, tout ce qui va avec, est-ce que ce petit va bouger son bras droit ou pas? Donc, ça impacte beaucoup de choses dans la vie du couple, beaucoup de stress et d'angoisse aussi dans la famille. Et c'est aussi le regard des gens. Donc, quand on parle de risque obstétrical, il faut nous comprendre, nous, en tant que spécialistes, on pense au futur et on pense pas juste à faire accoucher notre patiente, non. Il faut que la globalité se fasse correctement. Il faut que les choses soient correctes et pour la maman et pour le bébé. D'accord? Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Est-ce que tu m'as comprise? Alors oui, et on revient sur le fait qu'il faut avoir confiance en son médecin. Parce que c'est très important d'avoir cette relation humaine et de confiance avec lui pour qu'on puisse accepter tout ce qu'on nous dit. Exactement. Parce que le fait d'aller voir 1, 2, 3, 4, 5 avis, parce que je connais des mamans qui sont parties voir pour des raisons X 2, 3 médecins. Là, on commence c'est-à-dire on a 2, 3 avis quand même qui sont différents des fois et on ne sait plus quoi faire. Donc, du coup, la confiance est très, très importante durant ces 9 mois et après les 9 mois également. Oui.
il faut faire confiance à son médecin parce que le médecin, si jamais il y a une complication, il doit pouvoir gérer et il doit pouvoir sentir que sa patiente lui fait confiance et il doit ressentir le fait qu'elle doit savoir qu'il va prendre la meilleure décision pour elle. D'accord? Et en général, quand on papillonne d'un médecin à l'autre, ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé ce petit feeling qui va nous permettre de nous sentir en sécurité et en confiance avec ce médecin. Et on ne l'aura jamais. Parce qu'il y a des patientes qui voient 5-6 médecins au cours de 9 mois de grossesse. Ils n'auront jamais le temps d'établir ce lien et de tisser ce lien de confiance avec leur médecin. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, bien sûr, oui. C'est très clair. Après, pardon, j'ai parlé du diabète préexistant à la grossesse. Et pour le diabète gestationnel, le diabète gestationnel, c'est un peu différent. Donc, c'est en général une femme qui est normale, qui n'est pas diabétique, qui peut ou pas avoir de risque de développer un diabète. Donc, les risques, c'est quoi pour faire un diabète de grossesse? C'est en général une femme en surpoids, des antécédents familiaux de diabète de grossesse, de diabète, pardon, un antécédent de diabète gestationnel. Donc la femme, c'est sa deuxième ou troisième grossesse, elle a déjà fait soit un gros bébé, soit un diabète au cours des grossesses précédentes. Une prise de poids importante au cours de la grossesse, une glycémie à jeun au premier trimestre qui est élevée, supérieure à 0,92. On peut également avoir... donc en gros, c'est ça. Donc ça, c'est les facteurs de risque. Après, pourquoi est-ce qu'on va faire un diabète gestationnel? On va faire un diabète de grossesse parce que le pancréas est dépassé, parce que notre pancréas n'arrive pas à faire le pancréas, il n'arrive pas à assurer son rôle complètement et à pouvoir éliminer le sucre qu'on va, enfin pas le sucre, mais tout ce qu'on va manger. Parce que le sucre, il y a le sucre direct, donc le sucre qu'on rajoute, mais il y a le sucre naturel qu'on a dans les fruits, dans certains légumes, comme la carotte, la betterave, donc les légumes un peu sucrés. Et on a également le sucre caché dans la farine blanche, dans les pâtes, dans les féculents, dans les matières grasses. Donc tout ça se transforme parce que la production du sucre se fait par de plusieurs manières. D'accord? Donc c'est en général, on arrive vers entre 24 et 28 semaines, on fait un petit test au glucose et là, on a des chiffres un peu élevés. Donc, une glycémie à jeun élevée, après 1 heure élevée ou après 2 heures élevée. Et là, il faut déjà s'asseoir avec sa patiente, prendre une feuille et un stylo et savoir si cette femme n'a pas d'erreur diététique. Soit elle mange tard la nuit, elle grignote tout le temps, elle mange n'importe quoi, beaucoup de snacking, beaucoup de sucreries, des fruits à n'importe quelle heure, beaucoup de dattes, ou bien elle mange à heure fixe, mais en quantité très importante. Donc les portions sont déséquilibrées par rapport à ses besoins. Et on a également les femmes qui sont très sédentaires, qui n'auront pas eu un minimum d'activité journalière et donc qui auront une prise de poids importante et un risque de diabète. Donc on doit mettre le point sur les i, faire ressortir les erreurs, les corriger, mettre en place un régime alimentaire équilibré. On ne fait pas de régime draconien en femmes diabétiques. On leur apprend à manger à heure fixe. Et je reviens, un petit déjeuner à l'heure, un déjeuner à heure correcte et un dîner avant 20 heures. Et entre les deux, on peut avoir des collations pour que la femme ne ressente pas cette baisse d'énergie, ne ressente pas cette baisse de glycémie, d'accord? Baisse de régime. Et en général, plus de 90% des femmes qui ont un diabète gestationnel, un diabète découvert au cours de la grossesse, avec un simple régime alimentaire et une correction des erreurs diététiques, on aura un rééquilibrage de la glycémie. Et donc, et on rejoint à ce moment-là une grossesse normale. Et les modalités d'accouchement rejoignent ceux d'une grossesse normale. D'accord? Le risque pour les patientes diabétiques, c'est que quand on dépasse 39 semaines révolues, c'est-à-dire 40 SA, on a un risque de mort fœtale in utero. Donc, en général, c'est des patientes qu'on va faire accoucher au plus vers 40 semaines. On ne leur autorisera pas un dépassement de terme. D'accord? Est-ce que c'était clair, Nisseline? La vérité, c'est très intéressant ce que je suis en train d'apprendre aussi.
Ah, bah c'est bien, on apprend tous les jours. Oui, parce que alors pour mes deux grossesses, alhamdoulilah, je n'ai rien eu de ça. C'est-à-dire ni ça, ni diabète, ni hypertension, ni rien de tout, alhamdoulilah. Donc là, je suis en train d'apprendre quand même des choses. Mais c'est bien, il le faut. On Ah apprend oui, tous les jours. Donc ça, c'est le diabète. exactement. Donc, et puis les patientes diabétiques, on va les voir chaque jour. On va leur faire un Doppler. On va les surveiller. Et il ne faut pas qu'elles se sentent brusquées au cours de leur grossesse. Non, il faut qu'elles, toutes ces femmes-là qu'on va devoir revoir plusieurs fois, ne doivent pas avoir de crainte parce qu'on les voit souvent. Non, elles doivent au contraire se sentir un peu plus en confiance parce qu'elles seront surveillées de façon plus stricte. Et en cas de complication, on saura agir au bon moment. D'accord? Ouais. Alors, Après, est-ce parmi que les grossesses à risque, oui. si une maman qui ne prend pas au sérieux le régime alimentaire que lui donne son médecin, est-ce qu'il y a un risque d'accouchement prématuré ou un risque sur le bébé à long terme pendant la grossesse? Alors, c'est pas juste l'accouchement. Il y a un risque de prématurité, il y a un risque de macrosomie, donc de risque de complications au cours de l'accouchement, ou de passer en césarienne parce que le bébé était trop gros, il dépasse certains critères pour accepter l'accouchement par voie basse. Mais on a également le risque de mort in utero. Ben, ce bébé, si jamais la maman elle a une glycémie à 3 ou à 4, elle peut, ça va impacter sur le bébé. Donc, il y a un risque de mort fœtale in utero à cause du diabète. Donc, c'est quelque chose qu'on ne prend pas à la légère. On n'est pas là à tirer la sonnette d'alarme pour qu'au final, on fasse et on mange ce qu'on veut. Non, il faut respecter les consignes parce que ce qu'on dit et ce qu'on donne comme consigne, c'est super important pour le bon déroulement des choses, pour la maman et pour le bébé. Ok, D'accord? oui. Les mamans, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à poser des questions. Nisrine, là, je vois Que une ce soit... question. C'est une dame qui a dit qu'elle a eu le diabète gestationnel au cours de la première grossesse et comment l'éviter pendant la deuxième grossesse avant d'entamer une seconde. Donc là, je dirais que pour éviter le diabète, c'est limiter la prise de poids, avoir un régime alimentaire équilibré et se faire dépister. Donc, c'est surtout les erreurs. En général, 90% des femmes, quand on leur corrige les erreurs nutritionnelles, eh ben, elles récupèrent rapidement une glycémie normale et tout est quasiment normal. D'accord? Alors, il y a une autre question, mais je pense que tu vas parler du retard de croissance tout à l'heure. Et c'est lié à ça, en fait. Une maman qui pose la question par rapport à ça en disant grossesse avec antécédent retard de croissance inexplicable. Est-ce qu'il peut y avoir un retard de croissance qui est inexplicable Alors, ou c'est pour pas tout possible? retard de croissance, le retard de croissance, c'est quoi? C'est en général un bébé. En fait, il y a deux types de retard de croissance. Il y a le retard de croissance harmonieux, c'est-à-dire on a un bébé qui est كله صغير الراس صغير الكريشة صغيرة الرجلين صغيرين. En général, c'est un retard de croissance qui est d'ordre génétique. Et le retard de croissance disharmonieux, c'est la tête, elle est de volume normal, les jambes de croissance normale et un périmètre abdominal diminué. Et là, c'est un retard de croissance d'ordre vasculaire, c'est-à-dire que le bébé ne reçoit pas suffisamment de quantité via le placenta. Et quelle que soit la cause du retard de croissance, parce que les causes sont multiples, dont l'hypertension artérielle, les causes génétiques, on a les troubles, les maladies de système, lupus, anticorps antiphospholipides, l'épilepsie, les troubles. En fait, il y a plein de causes. Donc, en général, une femme qui fait un retard de croissance, on va essayer de la bilanter. Et puis, quelle que soit la cause, il faut prévenir ce risque et prévenir le retard de croissance au cours d'une grossesse ultérieure en mettant de l'aspirine. On met de l'aspirine, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, pour l'hypertension artérielle. Donc, en fait, vous allez retrouver le gynécologue à mettre de l'aspégique un peu partout parce que c'est ce qu'on a. Parfois, on pourra avoir besoin de corticoïdes, on pourra avoir besoin d'injections d'anticoagulants, mais
le retard de croissance nécessite une surveillance. C'est un bébé de petit poids qui peut être normal, de constitution anatomique strictement normale. Et à la naissance, il est de faible poids. Ils sont en général très, très, très toniques. Et quand on a un vrai retard de croissance in utero, bien diagnostiqué, avec un Doppler, on doit leur faire un Doppler chaque semaine pour s'assurer qu'il n'y a pas de souffrance aiguë. Parce que le retard de croissance in utero est égal à souffrance fœtale chronique. C'est-à-dire que le bébé, sur la durée, dans le temps, souffre un petit peu. Donc, il ne faut pas lui rajouter une souffrance aiguë. C'est-à-dire, si jamais on a une anomalie au Doppler ou sur le monitoring fœtal, on passe en césarienne. L'accouchement par voie basse du retard de croissance in utero est quasi pas du tout accepté. D'accord? Ok. Donc, il y a toujours en fait une raison par rapport à un développement, enfin un retard de croissance. Oui, parfois, vous savez, même le tabagisme chez les femmes qui fument, elles sont exposées à un petit retard de croissance in utero. Et en général, si la femme n'arrête pas de fumer quelques mois, quelques semaines avant de la conception, et ben, ou juste les premières semaines quand elle sait qu'elle est enceinte, ou si le médecin ne la supplémente pas en cardioaspirine, eh ben, elle s'expose à un risque d'hypotrophie fœtale et un petit bébé. Un bébé de petit poids, parce que le sang, il y a une mauvaise circulation sanguine entre les deux. D'accord. D'accord? Ok. On doit parler des grossesses gémellaires aussi, non? Exactement. C'est très important. C'est également une grossesse à risque. Oui. Pour beaucoup de gens, les grossesses gémellaires, ils estiment que c'est des grossesses normales, deux, trois, des grossesses. En fait, on va parler des grossesses multiples. La plus fréquente, c'est les grossesses gémellaires où on a deux bébés, mais on peut également avoir trois ou quatre bébés. Donc les grossesses gémellaires, c'est un risque maternel et un risque fœtal. Le risque fœtal, c'est qu'en général, on a deux bébés avec la plupart du temps un seul placenta et deux poches de liquide. Chaque bébé a son liquide amniotique, mais parfois on a un bébé qui va être plus petit que l'autre. C'est le syndrome transfuseur-transfusé. Celui qui est gros, il mange un peu plus que celui qui est petit, et celui qui est gros est plus fragile que celui qui est petit, qui est plus costaud. Je ne sais pas si tu m'as comprise. Ah bah, c'est tout à fait le contraire en fait. Voilà, les gens ils pensent que celui qui est gros c'est le plus fort, mais en fait c'est l'inverse, c'est celui qui mange le plus qui est le plus faible. Voilà. Donc les grossesses gémellaires, donc on a ça, on a le risque d'accouchement prématuré, on a le risque de prééclampsie, le risque de diabète gestationnel. En fait, tous les autres risques, on peut les retrouver chez la grossesse gémellaire. On doit surveiller le développement du bébé, faire une échomorphologique assez poussée parce que parfois on peut avoir des petites malformations. Et puis, on déterminera le mode d'accouchement en fonction de la position du premier bébé, de si la maman a déjà eu ou pas une césarienne auparavant. Et puis, on a également une chose importante, ces derniers temps, j'en ai eu 3. J'ai des grossesses gémellaires et le deuxième bébé n'arrive pas, ne vit plus. Donc, il meurt en cours de route. J'en ai une qui a perdu son premier bébé à 5 mois. Et ça a entraîné des contractions et le deuxième bébé n'a pas pu survivre, n'a pas pu tenir malgré les traitements. On n'a pas pu sauver le deuxième bébé. La deuxième maman, elle est venue à 3 mois. On a trouvé que le premier bébé ne vivait plus. Et il y en avait qu'avec le deuxième jumeau qui était vivant. Et elle était un peu stressée, paniquée, elle avait peur de la fausse couche. Mais en fait, le corps humain est très bien fait. Quand la grossesse, le deuxième jumeau va vivre et va survivre, le premier jumeau, il va se ratatiner, il va s'affaisser et le placenta va servir d'éponge et il va vraiment on le retrouvera tout petit collé à l'autre placenta quand on va le faire sortir. Et puis après, ça rejoint une grossesse normale. Une fois que la grossesse évolue, ça rejoint une grossesse normale. Donc en fait, c'est assez spécifique et assez particulier.
Et il faut toujours être à l'écoute de son corps, devant le moindre souci, partir, de prendre au moins l'avis de son médecin, lui envoyer un petit message, un mail, en fonction de comment votre médecin communique avec vous. Donc, moi, en général, je communique avec mes patientes par WhatsApp, mais il y en a qui vont communiquer par mail, par SMS, donc chacun va la faire à sa convenance, d'accord? On a également les grossesses à risque chez les femmes qui ont des maladies génétiques, qui ont des troubles de la circulation sanguine, qui ont une épilepsie chronique, qui ont des désordres enfin, pas thyroïdiens, mais tout ce qui est lupus, anticorps antiphospholipides, tout ça, ça peut causer des fausses couches à répétition. On a des mamans qui auront eu un accouchement prématuré la première fois, donc elles sont à risque de nous faire un accouchement prématuré la deuxième fois. Il faut rechercher la cause de l'accouchement prématuré. Est-ce qu'il n'y avait pas un col court? Est-ce qu'elle n'a pas besoin d'un cerclage? Est-ce qu'il n'y avait pas une infection qui était la cause? Est-ce qu'elle n'a pas perdu les os précocement et ça a déclenché un accouchement prématuré? Il faut pousser l'interrogatoire. Il faut vraiment faire un peu comme le policier, poser plein de questions pour pouvoir avoir un diagnostic et assurer une prise en charge complète. Et puis, Alors, Basma, oui, dis-moi, Nicéline. alors tout à l'heure, tu parlais de pré-éclampsie. Est-ce Oui. que tu peux expliquer aux mamans qu'est-ce que la pré-éclampsie et quand est-ce qu'on peut détecter cette pré-éclampsie? Alors, on ne parlera pas de prééclampsie s'il n'y a pas d'hypertension au préalable. D'accord? On peut avoir une hypertension artérielle seule et cette hypertension artérielle va se compliquer par une prééclampsie. C'est-à-dire qu'on a une tension qui dépasse 13,8, on est au-dessus de 14,9 ou supérieur ou égal à 14,9 pour la tension artérielle. Et puis parmi le bilan qu'on va demander à cette maman, quand on découvre chez elle cette hypertension artérielle, c'est une maman qui est en général bouffie, avec des pieds qui ont doublé de volume, des mains aussi qui sont bien gonflées. On va lui demander une protéinurie de 24 heures. C'est le dosage de la protéine dans les urines de 24 heures et en général, elle est élevée. Et ça définit la prééclampsie. Donc, c'est un degré supérieur dans le stade de l'hypertension artérielle. C'est un degré de sévérité en plus. Et c'est là où on a des critères de sévérité qu'on va surveiller. Cette protéinurie, on va la refaire chaque semaine. On va vérifier les transaminases, c'est-à-dire les analyses du foie. On va vérifier les plaquettes. On va vérifier l'hémoglobine. On va vérifier tous les facteurs qui peuvent compliquer, aggraver cette prééclampsie et nous exposer aux complications parce qu'une hypertension artérielle simple va se transformer en prééclampsie. Certaines prééclampsies vont nous causer une thrombopénie, c'est-à-dire une chute des plaquettes avec risque hémorragique. Ils vont nous causer, c'est un HELP syndrome, ils vont nous causer un risque les transaminases peuvent augmenter, le foie peut souffrir, les reins peuvent souffrir. Et ça, c'est un stade ultime. On ne doit pas arriver là. On doit pouvoir diagnostiquer l'urgence et faire accoucher cette maman pour que son organisme ne souffre pas plus que nécessaire. Donc, on va mettre en place un traitement, la surveiller et la faire amener à un terme où le bébé est viable si jamais on a une prééclampsie sévère. Ou parfois, on est dans l'extrême urgence et on va faire un accouchement prématuré. J'en ai eu des mamans comme ça où à 31 semaines, on a fait des césariennes, des bébés de 1 kg, 1,2 kg qui sont mis en couveuse, mais où des mamans, on n'avait pas. J'ai eu un cas plus délicat à gérer, c'était une maman qui était tout juste à 25 semaines. C'est une maman qui avait déjà eu une hypertension avant. Au cours de sa première grossesse, elle avait une césarienne prématurée à 34-35 semaines, donc elle avait déjà un petit garçon. Et à 24 semaines, on avait déjà les critères de sévérité énormes. C'était soit elle, soit le bébé. La décision était très difficile pour le couple, mais ils étaient très conscients du fait que la poursuite de la grossesse exposait plus la maman aux complications qu'autre chose. Ce qui n'envoyait plus ses yeux tellement qu'un homme de forêne, les analyses étaient catastrophiques, on avait des critères de sévérité gravissimes. Et on avait pris une décision collégiale, c'est-à-dire j'avais pas pris la décision seule, j'avais présenté son dossier dans un staff de plusieurs gynécologues. On a fait une petite discussion, elle a été revue par un autre gynécologue, on a pris le couple dans une petite discussion, on a hospitalisé la maman et puis on a pris la décision d'interrompre la grossesse pour le bien-être de la maman. C'est des décisions que l'on doit parfois faire. On ne peut pas les prendre seul. C'est pour ça qu'à l'étranger, ils ont des maternités de niveau 3 pour faire des staffs et discuter les cas compliqués.
On le fait aussi. Et c'est pas parce qu'on le fait qu'on ne sait pas faire notre travail, parce que beaucoup de gens croient que parce qu'on part discuter les cas avec d'autres gynécologues, on a besoin d'un avis. Non, c'est parce que certaines choses sont délicates et que certaines décisions nécessitent d'être mûrement et longuement réfléchies avant d'être prises pour le bien-être de la maman et du bébé. Ouais. Ok. Écoute, alors, anémie sévère. Alors, C'est quoi? l'anémie sévère, parmi les complications de l'anémie, c'est le risque de l'anémie chez le bébé et le risque hémorragique au cours de l'accouchement. Et quand on parle d'anémie sévère, c'est une hémoglobine inférieure à 8. Donc, c'est pour ça qu'on va surveiller, on va supplémenter la maman en fer, on va lui donner un petit traitement en fer au cours de la grossesse, on va contrôler, si jamais elle nous fait une petite anémie, on va corriger les erreurs d'alimentation, et on va la supplémenter correctement. D'accord? Alors, Basma, j'ai une toute dernière question pour qu'on finisse avec le live, pour ne pas beaucoup te retenir. Alors, les mamans qui ne sont pas immunisées contre la toxo et qu'elles chopent la toxo pendant la grossesse, D'accord. quel est le protocole, quel est le protocole à suivre? Et voilà, quelles sont les conséquences également? Alors, si la toxoplasmose, donc c'est une parasitose, c'est un parasite qui vit dans les selles du champ, qui peut également être présent dans la viande mal cuite, dans la terre au contact des végétaux comme la laitue, tout ce qu'on va manger cru en fait, tous les fruits et légumes qui seront crus au contact de la terre, dans les produits laitiers non pasteurisés, et dans le jaune d'œuf. D'accord? Donc, donc, c'est des mamans en général qui ont été en contact avec le parasite au premier trimestre, au deuxième, au troisième trimestre, quel que soit le stade, il faudra déterminer quand. Si jamais c'est au premier trimestre, on doit savoir si c'est moins de 2 mois avant la conception, plus de 2 mois après la conception. Et plus on augmente dans l'âge de la grossesse, plus le risque est important. Si on contracte la toxoplasmose au premier trimestre, les risques sont très, très importants. Le risque, c'est le toxoplasma, il peut entraîner une cécité et l'intropisme cérébral et donc des malformations au niveau cérébral. C'est vraiment gravissime au premier trimestre. Au deuxième, troisième trimestre, le risque est moindre. Et une fois, si jamais on sait que la maman est toxoplasmose positive, on va mettre en place une antibiothérapie. Et à la naissance, on va vérifier et suivre ce bébé de près. D'accord? Et le mettre sous traitement également. Mais il faut savoir que les précautions sont indispensables. Si on les prend correctement, on a quasiment zéro risque. D'accord? Mais parfois, l'erreur peut arriver et on peut être amené à se retrouver toxopositif. Une autre chose importante, c'est qu'il ne faut pas retarder son dépistage. Si jamais je suis en contact avec un aliment et j'ai peur d'avoir chopé la toxo, je ne vais pas faire la toxo le jour même ou le lendemain. Je vais faire la toxoplasmose 3 semaines plus tard, car il faut 3 semaines pour que les premiers anticorps apparaissent dans le sang, pour savoir si j'ai chopé ou pas la parasitose. D'accord? Okay. Et donc, il faut prendre les recommandations au sérieux, ne pas céder à la tentation, éviter tout ce qui est laitue, viande hachée mal cuite au restaurant, congeler la viande rouge 48 heures avant de la consommer. Si jamais je dois nettoyer de la viande crue, le faire avec des gants. Les produits laitiers, je les prends pasteurisés. Donc, tout ce qui est fromage à pâte molle, camembert, brie, avant de les consommer, je dois vérifier que c'est bien à base de lait pasteurisé, pas à base de lait cru. Et éviter tout ce qui est petit lait non ferment, petit lait ديال المحلبة, ماشي le petit lait ديال Central ou Danone ou X. Et bien cuire le jaune d'œuf. Il faut éviter le contact avec les chats et les chiens. Si jamais vous avez des chats et des chiens à la maison, surtout pour les chats, si on va changer la litière, il faut impérativement le faire avec des gants ou le faire par quelqu'un d'autre. Donc la toxoplasmose ne va pas être transmise par les poils du chat parce que c'est un parasite qui vit dans les selles du chat. Ok? Ok. Ok? Parfait.
Écoute, Basma, je suis très contente et ravie de faire ce premier live avec toi parce que je veux faire d'autres lives avec toi. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci pour. J'ai hâte de te parler un peu. Merci beaucoup. La vérité, moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que les mamans ont appris également beaucoup de choses. J'espère que tu as répondu à plein de question marks qu'on se pose la question en fait tous les jours et tout. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers docteur Basma. Et Avec si plaisir. et écoute, j'envie toutes les mamans qui sont sur Rabat. La vérité, je vous envie. Non, mais à Casa aussi, Vraiment vous cette avez beaucoup façon de de médecins La super vérité, tu es très sympathiques. douce, tu es hyper douce et tu as la façon la manière en fait, tu expliques très bien les choses, tu rassures hyper bien. Donc du coup, en fait, je suis sûre que les mamans, quand elles rentrent dans ton cabinet, elles sortent très zen. Tu es en train de me flatter là. Non, sérieux, je suis sérieux, je te jure. Tu es gentille, merci beaucoup, ça me flatte et ça me va droit au cœur et j'espère que les mamans qui suivent avec moi sont satisfaites et contentes et que je serai toujours à la hauteur de leur espérance. Et puis tu sais, même pour moi, ces petits lives sur Instagram, ça me permet de partager l'information. Souvent, il y a des mamans qui vont chercher l'information sur Google, mais elles seront mal orientées, elles n'auront pas une information complète et donnée surtout par un spécialiste. Le reste, souvent, c'est des gens qui vont aller chercher les informations et vulgariser un peu l'information médicale. Mais il faut aussi la replacer dans son contexte. Et comme je le dis souvent, tout ce qu'on trouve sur Internet n'est pas toujours bon à prendre on ne peut pas faire du copier-coller sur soi-même parce que les cas ne se ressemblent pas, les grossesses ne se ressemblent pas, les complications non plus. Il ne faut pas du tout se comparer, toujours être à l'écoute de son corps et toujours se référer à son médecin avant de faire quoi que ce soit. Exactement, c'est tout juste quoi. En fait, même le cas, comme tu as dit tout à l'heure, en fait, on peut pas se calquer à une maman qui a mis, par exemple, qui a raconté, par exemple, son expérience. On peut pas calquer notre expérience par la maman ou la telle maman, etc. Parce que généralement, on a des mamans, je sais pas, qui disent que voilà, on a le cas d'Yali, il est X ou Y. Est-ce que quelqu'un est déjà passé par là? Mais on fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas se calquer par rapport à ce petit point parce que peut-être que la maman, elle a plusieurs points, plusieurs d'autres points qui font que bah voilà, la situation d'Alha aujourd'hui elle est X et qu'on peut pas, c'est-à-dire c'est pas la même situation que Hadik la maman. Parce que généralement, des fois, c'est-à-dire quand on lit les commentaires ou là quand on lit une expérience, la maman, surtout quand c'est là, quand c'est sa première grossesse, elle flippe. Oui. Donc, du coup, en fait, on a la vérité, que ce soit gynécologiquement parlant ou pédiatre ou n'importe quelle spécialité, je reviens toujours au galop. C'est-à-dire, je reviens toujours chez le spécialiste chez qui je suis. Je lui envoie un message, je l'appelle, etc., pour que je puisse avoir ma réponse à moi parce que c'est-à-dire, il peut juger mieux mon état plutôt qu'une autre personne. Oui, il est le plus amène à juger de ton état, effectivement. Eh bien, écoute, je te souhaite une bonne soirée. Je souhaite à tous ceux qui nous ont vus une bonne soirée, un bon week-end. À très bientôt. Et puis, on verra de quoi on parlera la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Bonne Merci soirée. beaucoup. Avec Merci plaisir. beaucoup. Au revoir. Au revoir.